Bonjour à tous et bienvenue. On va laisser passer quelques petites secondes, le temps que chacun se connecte. Donc, on attend aujourd'hui 200 participants à ce webinaire. Encore laisser passer quelques petites secondes avant de démarrer. On va pouvoir commencer. Donc, bonjour à tous. Boris Le Chevalier, donc Altios International. Ravi de vous accueillir aujourd'hui et très heureux de vous retrouver pour ce premier webinaire organisé par la Commission internationale du MEDEF avec le soutien du MEDEF Lyon-Rhône sur le thème du rebond à l'international. Le rebond international suite à cette crise Covid est un point intéressant. On a beaucoup entendu parler du fait de se réinventer. Je pense que c'est peut-être pas tout à fait ce qui va se passer. Se réinventer, je ne sais pas, mais pour beaucoup d'entre nous, en tous les cas, il va falloir s'adapter, se transformer. On l'a déjà fait, il va falloir continuer à le faire. Il est évident que ce sont les plus agiles qui s'en tireront le mieux. Donc, il va falloir saisir des opportunités et se préparer à naviguer par mauvais temps ou en tous les cas, voire gros temps à l'automne. Voilà. Donc, le MEDEF a souhaité donner la parole aux dirigeants qui sont les seuls à pouvoir témoigner de ce qu'ils ont vécu concrètement pour faire face à la crise sanitaire. Pas de blabla, pas de grande théorie. 5 dirigeants que je remercie et qui ont accepté aujourd'hui de témoigner. Alors, ils vont se présenter rapidement. Dans un premier temps, je vais demander à Stéphane Rostin d'appuyer sur la petite caméra pour se présenter, donc apparaître auprès de vous. Ensuite, nous aurons l'intervention d'Antonine Gare du MEDEF Auvergne-Rhône-Alpes. Interviendra donc pareil. Anthony, tu peux te présenter rapidement. Ensuite, nous aurons donc Hervé Maliard de MGA Technologies, qui est ici avec nous aujourd'hui en tant que président du comité Auvergne-Rhône-Alpes des conseillers du commerce extérieur. Arnaud Guirouvet, tu peux te présenter rapidement, donc de la société Jacomex. Ensuite, interviendra Sylvie Guinard de la société Timonier. Merci Sylvie de nous avoir rejoints aujourd'hui. Simon Oyek du groupe Biblos. Merci Simon également d'avoir accepté de te joindre à nous. Je sais que tu es déjà en déplacement sur les routes, quelque part à Paris ou en France. Merci d'être avec nous. Et puis sans tarder, donc, on va pouvoir démarrer ce webinaire et je donne la parole à Stéphane Rostin qui, au-delà de son statut de président de société Rostin, est également en charge de la commission internationale du MEDEF Auvergne-Rhône-Alpes. Donc Stéphane, je te laisse dire un petit mot. Bonjour à tous. Écoutez, merci d'être présents sur ce webinaire. Alors effectivement, donc j'interviens pour le compte de la société Rostin, également président du MEDEF de l'Ain et responsable de la commission internationale du MEDEF Rhône-Alpes. Donc aujourd'hui, c'est un premier webinaire, on va dire, et j'espère qu'il y en aura beaucoup d'autres. On prévoit déjà à cet automne un webinaire donc, sur l'Allemagne et sur l'Italie. Et par la suite, on essaiera d'aborder différents thèmes, que ce soit l'international, que ce soit des techniques particulières, par exemple la réglementation européenne ou des sujets comme ceci. Je tenais également à parler prochainement du lancement donc des VIE à temps partagé. Donc ça sera effectivement un point fort de cet automne. Donc c'est vrai que l'international au MEDEF est un sujet, je pense, important. Les sociétés aujourd'hui cherchent des nouveaux marchés, des nouvelles possibilités effectivement de développement. Et c'est vrai qu'avec cette crise, on va aborder ce sujet-là, mais c'est sans doute un bon moyen de se développer et de rebondir. Voilà, je te laisse la parole, Boris. Merci beaucoup, Stéphane. Sans tarder, on passe la parole à Antonine Gare du MEDEF Auvergne-Rhône-Alpes.
Eh bien, bonjour à tous. Voilà, je vous remercie en tout cas merci aux dirigeants présents de témoigner sur cette thématique et bienvenue sur ce webinaire. Donc, pour ma part, je suis chargée de mission internationale en fait au MEDEF Auvergne-Rhône-Alpes et je pilote le programme Ambition Région Internationale, accélérer ma croissance à l'international. Pour recontextualiser, en fait, Boris, on peut mettre la slide suivante, si possible. Pour recontextualiser, en fait, ce webinaire intervient dans le cadre du programme Flash Covid International. La région Auvergne-Rhône-Alpes a déployé avec nous en fait un accompagnement pour les dirigeants d'entreprise qui rencontraient des difficultés pendant la crise sanitaire. C'était une demi-journée avec des experts terrain qui a été financée à 100% par la région. Et ce programme intervient donc dans notre programme accélérateur qui nous permet en fait d'accélérer la croissance des entreprises de la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui est déployé également pour le rebond et la reprise d'activité, et qui est financé là à 70% par la région Auvergne-Rhône-Alpes, où nous accompagnons les dirigeants avec 8 journées individuelles et 2 jours et demi d'accompagnement collectif. Donc là, le dirigeant en fait est là pour être accompagné pour booster sa croissance à l'international en mettant en place un programme d'accélération, un projet plus ambitieux en tout cas, pour s'inscrire dans un parcours pragmatique, sur mesure, où on va mettre en place des actions concrètes et ciblées avec des experts terrain qui vont accompagner ces dirigeants à être challengés, coachés, accompagnés dans cette phase d'accélération. Ce programme aura donc pour but de faire passer un cap à l'international à ces entreprises, mais également de pérenniser leur croissance. Voilà, donc n'hésitez pas à me poser des questions. Mon contact était également sur cette slide et je vous remercie. Voilà, merci beaucoup. Donc, on passe la parole à Hervé de Maillard, président du comité Auvergne-Rhône-Alpes des CCE. Bien, bonjour à tous. Donc déjà, peut-être pour certains qui ne connaissent pas les conseillers du commerce extérieur, je voulais peut-être juste vous dire en 3 mots ce que c'est. C'est que nous sommes des chefs d'entreprise, experts de l'international, bénévoles, et nous sommes nommés par le Premier ministre. Et nous sommes 4400 dans le monde et 200 en CCE en Auvergne-Rhône-Alpes, qui représentent tout secteur, un peu partout sur toute la région et de toute taille d'entreprise. Donc, on a 4 missions qui nous sont confiées par le Premier ministre. La première, c'est le conseil au pouvoir public. Les 4 missions sont indiquées sur le slide que vous voyez. La deuxième mission, c'est l'appui aux entreprises. C'est ce qu'on fait là ce soir. Donc, c'est entraîner d'autres entreprises, d'autres entrepreneurs à se développer à l'international. La troisième mission, c'est la formation des jeunes, c'est transmettre ce virus de l'international auprès des jeunes et témoigner dans les écoles de nos parcours, nos échanges, enfin témoigner de nos expériences finalement auprès des jeunes. Et enfin, promouvoir l'attractivité de la France auprès d'investisseurs étrangers afin qu'ils viennent investir chez nous plutôt qu'ailleurs. Voilà un petit peu les missions des CCE. Tu peux passer au slide suivant, Boris. Donc, pendant le confinement, c'est indiqué en haut de ce slide, on s'est réuni on a réuni 32 CCE sur plusieurs sessions entre fin avril, début mai, afin d'essayer de partager l'ensemble des trucs et astuces que les CCE avaient mis en œuvre dans leurs entreprises, un peu chacun de leur côté. Et ce qu'il en ressort est présenté en synthèse sur ce slide. D'une part, que le rebond que nous attendons tous va essentiellement se concrétiser par les 3 I, c'est-à-dire l'innovation, l'investissement et l'international. Et finalement, la nouvelle valeur, valeur au sens euro et valeur au sens propre du terme, est plus dans la résilience que dans la performance des entreprises. On va revenir en arrière. Voilà. Et donc, la résilience est un maître mot. Les entreprises qui ont su témoigner dans cette période d'innovation, qui investissent dans l'avenir et qui continuent d'aborder l'international avec confiance, finalement, sont celles qui s'en sortent le mieux. Et au chapitre
l'exemple, on va dire, je vous invite à regarder le portail qui a été fait, le portail Covid-19 qui a été publié sur le site de la French Fab, qui recense toutes les innovations que tout un tas d'industriels ont proposées pour lutter contre la maladie. Et finalement, c'est une énorme bouffée d'oxygène qui montre que les industriels se sont levés d'un seul homme pour lutter contre la Covid-19. Ensuite, le propre de chaque crise est d'accélérer les grandes tendances qui préexistaient avant la crise. Ces grandes tendances, elles sont là, vous les connaissez. Je vais juste insister peut-être sur l'une ou l'autre. La digitalisation, évidemment, le travail sera été complètement, on va dire, revisité par le télétravail. Il va falloir que les entreprises trouvent un peu leur modèle autour de ça. Je crois beaucoup, moi, au social distancing qui va s'appliquer, je pense, dans les écosystèmes. C'est-à-dire que les gens vont apprendre à chérir leur écosystème, leurs clients, les clients privilégiés, leurs fournisseurs, leurs petits sous-traitants. Et je pense qu'on va certainement connaître une période où on va se recentrer les uns sur les autres. Et ça va être sans doute très bénéfique. Évidemment, la transition écologique, les investissements responsables, et puis on porte tous un grand espoir autour de les réindustrialisations souveraines. Et c'est sans doute par l'industrie du futur, par la robotisation, l'automatisation, qu'on va pouvoir rapatrier des produits chez nous et donc faire stimuler un peu toute cette industrie qui ne demande que ça et qui a montré qu'elle était essentielle au pays pendant toute cette période. Voilà. En synthèse, en fait, tous les CCE sont assez unanimes dans le travail qui a été fait, qu'on a pu renforcer depuis. Alors, on a résumé ça par un petit acronyme clin d'œil, CIA. Donc, d'abord le collectif, donc au sein des écosystèmes, et finalement apprendre à travailler un petit peu autrement que dans des relations clients-fournisseurs classiques. L'innovation, ça a été déjà dit dans ce portail de la French Fab, mais au-delà des solutions Covid-19, je pense que de nombreuses entreprises vont apprendre à réinventer leur business model. Et puis, beaucoup d'agilité, en ayant en tête qu'à l'international, il y a un certain nombre d'endroits qui, finalement, vont certainement rebondir mieux et plus fort. L'Amérique du Nord, de façon assez traditionnelle, a tendance à plonger plus vite dans les crises, mais elle rebondit aussi plus vite et plus fort. Donc, c'est certainement un endroit où on va retrouver beaucoup d'opportunités. La Scandinavie, qui globalement a été un peu moins touchée et a bien vécu cette période, et vraiment une économie qui est plutôt en bon état. Et puis, un certain nombre de pays d'Asie, j'ai cité la Corée, le Japon, et la Chine et les Philippines. Les Philippines, parce que je suis aussi consul des Philippines. Mais en tout cas, ces pays, clairement, il y a des opportunités à aller chercher. Et puis, l'international, vous le savez tous, c'est l'humain avant tout. Et donc voilà, donc je pense que ce qu'on fait ce soir a beaucoup de sens de partager de l'expérience entre les uns et les autres. Voilà ce que je voulais vous dire ce soir. Je vous souhaite un bon webinaire et merci pour votre écoute. Merci Hervé pour ton intervention. Sans tarder, on va passer la parole à Arnaud Guirouvet de la société Jacomex. Donc, Arnaud, si tu peux peut-être dans un premier temps rapidement nous présenter ta société Jacomex, oui. Et puis ensuite, je pense que tu fais partie des dirigeants qui ont su rapidement s'adapter et innover. Donc, tu vas pouvoir illustrer à travers quelques exemples comment une belle PMI de la région Auvergne-Rhône-Alpes s'est adaptée dans ce contexte, notamment sous l'angle de l'international. Avec plaisir, avec plaisir. Alors, Jacomex, c'est le spécialiste du confinement. Alors, depuis 3 mois, on a une certaine concurrence parce qu'il y a 67 millions de Français qui sont aussi devenus spécialistes. Ah, j'ai un son dans l'oreille, non, je ne sais pas si vous l'avez aussi. Alors, Jacomex, trêve de plaisanterie, réalise surtout des isolateurs, des enceintes de confinement, des boîtes à gants, des environnements très étanches, en fait, qui servent pour l'industrie. Qui a créé depuis 75 ans ces environnements avec aujourd'hui une 50aine de salariés et 7 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc, on est un petit poussé présent en Auvergne-Rhône-Alpes dans l'Ain.
Nous sommes également présents en Allemagne, en Inde, et nous réalisons des enceintes dans 60 pays dans le monde. Nous avons des installations avec 50%, plus de 50%, près de 60% du CA à l'étranger, ce qui est rare pour une PMI de notre taille. Alors, les pays sur lesquels nous intervenons sont des pays souvent complexes, donc on a une certaine habitude à gérer ça. Alors, Jacomex, c'est quoi? C'est une société très technologique. Elle intervient sur de la conception de machines spéciales, beaucoup de métiers différents maîtrisés, comme l'automatisme, l'électricité, la robotisation, mais surtout un métier où l'étanchéité est fondamentale. Car l'entreprise est à l'origine, par exemple, de la norme européenne d'étanchéité, et c'est vrai que l'innovation est vraiment au cœur des préoccupations de l'entreprise. Alors Boris, je ne sais pas si tu peux passer le slide présentant la première phase. Comme ça, vous voyez un petit peu à quoi ressemble une boîte à gants. Donc, en gros, vous devriez voir à gauche un équipement qui sert dans le domaine pharma-nucléaire. En fait, ce sont des appareils avec une étanchéité maximale, ce qu'on appelle de classe 1, c'est-à-dire qu'une molécule, c'est le slide juste avant, encore, voilà, qu'une molécule, en fait, même un atome d'hélium ne sort pas de cette enceinte. Donc, des enceintes très étanches, et dans l'étanchéité, tout est dans le détail. Tout ce qui est important est dans le détail. Donc, ces installations servent par exemple dans des labos, type les labos P4 dont vous avez entendu parler dans ces périodes de crise. Cette première enceinte a été livrée en Inde sur un environnement dans le domaine nucléaire. Alors, à droite, si Boris t'arrivait à passer la slide juste avant, ça permettrait de voir. À droite, voilà. Donc à droite, vous voyez une autre enceinte qui est une enceinte de 43 mètres cubes qui est, elle, pour le monde aéronautique. C'est une très, très grosse boîte à gants, c'est-à-dire qu'on a accès par l'arrière à des gants qui permettent de fignoler le soudage. Et celle-ci permet de souder des ailettes en titane pour des réacteurs dans le domaine de l'aéronautique pour avoir une soudure parfaite, bien blanche et surtout très résistante. Il y a 2 robots, vous voyez à l'intérieur, qui travaillent en quinconce et qui permettent de réaliser des soudures. Et c'est assez impressionnant à voir parce que ces soudures sont réalisées les unes à la suite des autres dans un environnement inerté. Voilà, donc ça c'est pour le nouvel avion civil russe. Donc c'est un projet qui est parti dans le sud de Moscou. Voilà, et puis en bas, vous devriez voir pour la slide qu'on travaille dans différents secteurs, comme notamment l'industrie. Vous avez des pictos en bas, l'énergie, le secteur pharma, le secteur nucléaire, la recherche, mais aussi des choses un peu plus qui sortent de l'ordinaire, comme l'horlogerie, où on ferme des montres dans des environnements où il n'y a ni oxygène ni eau pour pas qu'il n'y ait pas d'oxydation. Dans le domaine du vin également et plein d'autres choses. Donc c'est une entreprise qui travaille dans plein de secteurs. Voilà, donc après je vais vous parler un peu de ce qui s'est passé pendant ce confinement, parce que pendant le confinement, il y a eu quand même un effet de sidération. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé, mais de faire la queue devant un des supermarchés, que toute la France du jour au lendemain accepte en 5 minutes d'être confinée, sans réclamer ni s'opposer, c'est quand même relativement rare. Donc c'est quelque chose qui pour moi n'était pas imaginable avant. Mais il y a eu des très belles choses qui sont sorties de cette période. Notamment de la part de salariés qui ont pris vraiment une grande responsabilité, une capacité d'adaptation impressionnante. Je pense à Brigitte, qui est une des salariées de l'entreprise, qui a 60 ans et qui en une journée est devenue opérationnelle en travaillant à distance, sans difficulté, en s'adaptant de manière éclair. Voilà, je retiens aussi vraiment une gestion du stress très différente en fonction des pays. On a des pays comme l'Inde pour lesquels le virus n'a pas la même relation, la même problématique. L'Allemagne pour lequel le traitement médiatique a été différent. Donc on a vraiment eu quelque chose de fort. Mais surtout, j'ai vu des salariés vraiment faire des choses un peu hors normes, des salariés parfois qui ne s'étaient pas définis comme ça, mais qui sont devenus organisateurs. Certains ont même eu un sens de l'humour pour faire rire et dédramatiser la situation et transmettre ça aux autres équipes.
ou alors comme aidant, par exemple, en étant très présent auprès de ceux qui étaient en difficulté. Donc ça, c'est une vraie découverte. Alors, chez Jacomex, ça a été l'occasion pour certains, comme je vous le disais, de se révéler. Jérémy, qui est le directeur général de l'entreprise, met en place au quotidien la subsidiarité, qui est quelque chose vraiment qui nous plaît beaucoup au sein de Jacomex. Alors, c'est quoi la subsidiarité? C'est de prendre des décisions le plus près possible de l'action. En gros, vous avez quelqu'un qui est responsable d'un robot de soudage, quelqu'un qui est responsable d'une découpe. C'est pas au chef d'atelier ou au directeur de prendre la décision sur quand doit se passer la maintenance, mais c'est vraiment à la personne qui maîtrise ce robot. Donc la subsidiarité, c'est de faire prendre les décisions le plus près possible de la connaissance. Voilà. Et alors, ce qui s'est passé pendant ce confinement, c'est que certains salariés ont pris du coup en main un projet de A à Z, qui est une cabine de dépistage que vous voyez là à l'écran. Et cette cabine de dépistage a permis vraiment aux salariés de prendre complètement ce projet de A à Z. Et c'est pas venu de la direction, c'est-à-dire qu'ils ont conçu, développé l'idée, développé les plans, approvisionné la matière, la notice, le prototype. Ils ont tout réalisé de A à Z. Et tout le monde au niveau de l'entreprise a été très impliqué dans cela. Donc c'était un vrai plaisir de voir que le leadership en fait était un peu vraiment inversé et ça a créé une bonne ambiance et c'était une belle expérience d'équipe. Voilà, par rapport à cette période de confinement. Et puis, au niveau de l'activité en tant que telle, alors c'est vrai qu'on n'a jamais eu autant de propositions en attente de décision qui venaient d'avant le confinement. Pendant 3 mois, ça a été le stop total, je pense, comme pour beaucoup d'entre vous. Mais là, depuis début juin, beaucoup de redémarrage, de signature de contrats, notamment avec l'Espagne, avec la Suisse. Et on sent qu'il y a une accélération qui se fait de nouveau. Et donc, on est parti pour investir, pour se développer. En prenant par exemple un VIE en Allemagne, un VIE en Italie, et puis pas mal d'investissements sur l'export de manière globale. Voilà ce que j'avais à vous partager ce soir. Merci Arnaud pour cet échange et puis désolé pour les sauts de slide que tu as très bien gérés en situation de crise. Voilà. Sans tarder, on passe la parole à Sylvie Guinard de la société Timonier et qui va également vous présenter rapidement son activité. Sylvie, c'est bon? Je pense que mon nom n'est jamais apparu aussi souvent que là. Voilà. Je pense que mon nom n'est jamais apparu aussi souvent. Bon, alors bonjour à tous. Désolée, cher ami, désolée Arnaud d'avoir à ce point mangé tes slides, j'y suis pour rien. Donc, en l'occurrence, Timonier, alors je vais vous faire un petit tour d'horizon pour ce qu'est l'entreprise. Donc, aujourd'hui, Timonier, c'est une entreprise, une PME industrielle, on est 80 collaborateurs. J'ai qu'un seul site qui est au nord de Lyon et à partir de là, on rayonne sur le monde entier puisqu'en fait, nous ne faisons que 15% de notre chiffre d'affaires en France, tout le restant étant réparti aux 4 coins du monde, d'ailleurs très majoritairement hors Europe, sur 4 grands marchés qui sont l'agroalimentaire, le médical et la pharmacie, tout ce qui est détergence cosmétique et puis un dernier secteur industriel sur lequel on va utiliser les 2 grands savoir-faire qui sont la soudure des matériaux souples et le remplissage de liquides et de pâteux qu'on a adapté plutôt pour le monde de l'emballage. Voilà, que vous dire, on a Timonier, on marche sur 2 pieds principalement, qui sont l'innovation et l'international, en allant chercher effectivement les rebonds dans les 2 secteurs. Donc c'est pour ça que la partie internationale a toujours fait partie de notre ADN, mais est particulièrement marquée en interne, même si pour l'instant aujourd'hui on n'a pas de site physique dans d'autres pays, mais c'est à l'étude. Voilà, donc ça c'était pour une présentation rapide. Peut-être pour faire un peu un focus sur finalement les 3 points sur les suites de la Covid. Donc la première chose un peu, ça va être les enseignements de cette crise. Alors je vais le voir suivant trois grandes populations. La première, c'est la population interne des collaborateurs qui ont eu des réactions plutôt très différentes. Alors, il y en a certains qui n'ont pas su du tout comment gérer ça, donc qui ont mis un peu de temps, de quelques jours à quelques semaines pour intégrer ça. Et puis, sur la partie stress, il y en a qui ont été sur un modèle
plutôt très consensuels sur lesquels en fait on a pu construire une continuation d'activité puisque nous n'avons jamais fermé et voilà, sur lequel on a pu continuer à tourner. Les clients, j'ai fait un focus spécifique dessus parce que on a eu la chance, nous, mine de rien, d'avoir des clients qui ont plutôt bien joué le jeu. Et en particulier, au tout début, la problématique, c'est que nous, on livre de la machine spéciale. Donc, on a un acompte au tout début. Puis après, les termes de paiement se passent au moment où on expédie le matériel et au moment où on le met en route chez eux. Et autant vous dire que l'expédition du matériel, c'était compliqué parce que toutes les frontières étaient fermées. Et l'envoi de techniciens, encore pire, c'est juste encore aujourd'hui pas possible. Donc, en gros, on avait, en suivant les commandes, entre 70 et 100% du montant de la commande qui était dehors et qu'on ne pouvait pas faire rentrer. Donc, la problématique a déjà été d'aller chercher rapidement les sous de ce qui était déjà livré ou en cours de livraison, sur lesquels on n'avait peut-être pas forcément tout fait, mais sur lesquels, finalement, les clients ont plutôt été bons joueurs et ont payé en temps et en heure ce qui était dû, voire même en prenant un peu avance de phase et en faisant un peu un paiement à l'avancement. Bon, depuis qu'il y a le PGE, ça a réglé un peu les choses. Mais du coup, ça a créé une proximité avec les clients. Finalement, comment est-ce qu'on peut s'en sortir? Parce que de sortir par le haut, tout le monde ressortait gagnant. Et puis, le troisième point qui était l'environnement et les partenaires, où là, bon, forcément, j'ai parlé du Boubank avec le parti PGE, mais surtout la capacité finalement qu'on a eue pendant cette crise à se sentir épaulé, accompagné, par les réseaux déjà, la première chose, donc avec nos confrères, mais plus largement que nos confrères, je dirais c'était un cercle beaucoup plus large que d'habitude, et en particulier avec tous les réseaux professionnels. Mine de rien, la banque, je trouve, le réseau bancaire a quand même bien joué son rôle. Alors peut-être qu'il y en a qui ont eu un peu plus de difficultés, mais globalement, ça s'est plutôt très bien passé. Et puis après, nous, les fournisseurs, ce sont surtout beaucoup de fournisseurs locaux, des petits fournisseurs. Et là, je dirais que c'était un grand travail d'écoute mutuelle pour arriver à voir ce qu'on pouvait sortir et dans quelle priorité et comment arriver à décoincer des possibilités. Exemple tout bête, un soudeur qui me dit bah voilà, moi je peux plus travailler parce que Air Liquide ne me livre plus de gaz pour pouvoir souder. Et ben nous on est intervenu parce qu'on avait d'autres relais par ailleurs pour pouvoir donner un coup de main. Donc ça a été vraiment un moment d'entraide que je n'avais encore jusqu'à présent jamais connu. Je pense, pour être un peu honnête, que ça sera quand même une parenthèse malheureusement. Mais voilà, ça a été des enseignements où finalement on a retrouvé plutôt beaucoup d'humanité et puis surtout des comportements qui ont été très 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 différents et pas forcément raisonnés. L'impact sur l'international, alors pour finir juste avec l'enseignement aussi de cette crise sanitaire, aujourd'hui le principal problème qu'on rencontre, c'est de faire revenir les collaborateurs qui ont pris un goût sérieux à être chez eux. Voilà, pour ceux qui ont fait un vrai télétravail, ça ne me pose pas de souci, mais il y en a certains qui ont pris goût à être payés à rester chez eux. Voilà, c'est plus problématique actuellement. Et puis, mais globalement, voilà, on aura appris tout plein de choses. L'impact sur l'international, ça a été déjà le retour des collaborateurs qui est aux quatre coins du monde. Donc, le dernier technicien, il est revenu des États-Unis 3 semaines après le début du confinement dans un des derniers vols commerciaux. Voilà, c'était de se dire comment est-ce qu'on fait pour revenir sans planter complètement les clients au fur et à mesure que les pays se fermaient. Ça a été un peu rock'n'roll. Et puis après, la trésor, je l'avais un petit peu abordé tout à l'heure avec le travail qu'on a pu faire avec les clients et puis derrière la banque qui a pris le relais. Sur la partie appro, de la même façon, même si on a une très très grosse partie des approvisionnements qui étaient faits en local, on a des fournisseurs qui ont fermé. Donc, tout simplement, comment arriver à gérer ça? Et puis après, le peu d'achats qu'on avait à l'étranger, alors là, ça a été une source de problématiques de retard et d'inquiétude assez prononcée. Voilà. Enfin, bon, maintenant, on est en train de récupérer un peu la main dessus. Voilà. Mais les appros, effectivement, forcément, directement au niveau de la supply chain, ça a pris pas mal de temps. Et puis après, nous, on a la chance de travailler depuis très très longtemps à l'international sur des machines qui sont très loin. Donc la plupart de nos machines aujourd'hui sont équipées de modems qui nous permettent de prendre la main à distance sur la machine même. Donc comment est-ce qu'on fait aujourd'hui? On a dû changer un peu le fusil d'épaule sur les zones sur lesquelles on avait des agents qui étaient suffisamment charpentés avec des services techniques. Eh bien aujourd'hui, on les pilote à distance à travers la caméra, à travers la visio. Alors nous, la problématique, c'est qu'en plus, on a le décalage horaire. Donc aujourd'hui, j'ai des techniciens SAV qui sont en train de travailler la nuit pour piloter à distance des gars qui sont en Indonésie, qui sont en train de travailler.
qui sont en train d'intervenir sur nos machines. Voilà, donc ça oblige à repenser notre manière d'intervenir physiquement chez un client. Déjà, est-ce que c'est pertinent? Est-ce qu'on ne peut pas faire autrement? Et puis, si on a véritablement besoin de pouvoir intervenir, qu'est-ce qu'on est en capacité de pouvoir faire par quelqu'un d'autre en le pilotant? Voilà, donc ça, c'est typiquement le sujet sur lequel on a été déjà sur les dernières semaines et sur lequel on est de manière très prononcée maintenant, puisqu'on va faire partir des machines très complexes sur lesquelles nous n'avons absolument pas la compétence. Donc aujourd'hui, j'attends avec impatience le fait qu'on puisse rouvrir quelques frontières, puisque j'ai quelques destinations à pointer du doigt. Et puis après, la partie rebond, donc là, la partie intervention relais local, j'en parlais un peu. La question qu'on peut se poser, c'est finalement, demain, est-ce qu'il faut qu'on conçoive les machines de la même manière? Est-ce que finalement, il faut qu'on reste sur une technologie telle qu'on n'arrive pas à avoir les relais sur place parce qu'elles sont trop spéciales? Ou inversement, à travers ce trop spécial, on arrive à mettre en place des outils qui nous permettent vraiment beaucoup plus encore de pouvoir agir à distance sur les machines? Ce sont des vraies questions. Sur la partie stratégie d'approvisionnement, donc nous, on n'a pas forcément été trop impactés parce que je vous disais, j'ai 95% de mes achats qui sont français, qui ont plutôt été locaux. Ceci dit, on s'est quand même rendu compte que pour certains approvisionnements que nous, on achète en France, mais qui sont revendus, on va dire, en particulier sur le matériel d'automatisme ou autre, il y a eu des ruptures de chaîne d'approvisionnement. Et là, c'est de se dire, finalement, on est dépendant, quoi qu'il en soit, de grands donneurs d'ordre qui ne fabriquent pas forcément sur le territoire. Donc, même si le revendeur est en France, eh bien, le lieu de production ne l'est pas. Et on se retrouve finalement exactement planté de la même façon que si on avait été chercher un appro autre part. Donc, c'est vraiment d'arriver à identifier des sources complémentaires, redondantes, au cas où il y en a une qui devienne défaillante. Après, c'est très compliqué parce que quand on va partir sur une marque d'automatisme, on ne la cherche pas du jour au lendemain parce qu'ils ne savent pas nous livrer instantanément. Mais voilà, ça peut être des vraies problématiques. Ce qu'on a pu même mettre en place et en imaginant, c'était de faire acheter le matériel en local dans une autre zone géographique pour la faire revenir en France parce que les sites européens n'arrivaient pas à fournir. Et puis après, au niveau stratégie de vente et de localisation, on va rejoindre tout simplement une stratégie que nous, on avait déjà en cours de réflexion. C'est-à-dire pour certains marchés, est-ce que finalement il est pertinent malgré le savoir-faire qu'on a ici, pour certains marchés très très identifiés, est-ce qu'il ne serait pas plus pertinent d'aller fabriquer et apporter le service en local juste pour ce marché-là, en ayant des petites entités qui, au lieu d'avoir comme timonier un travail qui est plutôt très très polyvalent, très très large et une capacité à pouvoir faire vraiment de la machine spéciale en allant chercher de la pointe de la technologie. Est-ce que pour certains types de marchés, on ne peut pas figer plutôt certaines solutions, les graver dans le marbre et puis monter des petites structures qui adressent ce marché-là avec ces types de solutions? Voilà, donc je dirais finalement la crise a appris pas mal de choses sur ce qu'on pouvait faire en mode dégradé ou ne pas faire, les limites du système aussi, tant humaines qu'environnement. Je vais dire environnemental, c'est pas dans le sens écologie, mais dans toute notre sphère professionnelle, avec les fragilités, par exemple, de toute la supply chain, la fragilité aussi qu'on peut avoir aujourd'hui sur la confiance dans le lendemain. Typiquement, nous, on fait du matériel d'investissement, donc un client investit quand il est confiant dans l'avenir. La période qu'on vit aujourd'hui est plutôt très incertaine, en tout cas souligne beaucoup cette incertitude. Alors, pour certains pays, ils savent mieux la gérer qu'ici, mais même dans ces pays-là, on voit bien que la plupart des clients ont quand même levé le doigt du bouton commande et on attend qu'ils se redécident à appuyer dessus, mais aujourd'hui, on est encore dans cette période de latence où ils ne savent pas quoi faire. Voilà. Donc, je suis plutôt confiante, moi, sur le fait que de toute façon, ils vont se remettre à appuyer sur le bouton commande. Ça, c'est pas un souci. La question est plutôt de savoir à quel moment et savoir si ça va mettre un peu plus de temps que prévu et si ça risque de nous mettre un peu en porte-à-faux pendant quelques mois ou si ça redémarre très rapidement. Mais si j'ai un conseil à vous donner, c'est préparez-vous à ce que ça puisse repartir rapidement pour en profiter. Je laisse la suite. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Écoute, j'ai une question d'ores et déjà. Alors, je précise pour ceux qui le souhaitent qu'il est possible de poser des questions sur le chat.
qu'on pourra poser à la fin pendant la session questions-réponses. J'ai une question. On me demande s'il y a des endroits où tu as ressenti plus de soutien, dans des endroits, l'Asie ou en Europe, etc. Est-ce qu'il y a des endroits où tes clients, tes partenaires ont été plus dans l'échange, plus dans le soutien que d'autres? Alors, on va peut-être pas citer les endroits où ça n'a pas été le cas, mais est-ce qu'il y a des endroits où tu as senti une vraie solidarité avec tes clients, tes partenaires historiques? Alors après, les clients américains ont très bien joué le jeu. Alors en fait, ça va dépendre des commandes que j'avais à ce moment-là, hein. Mais les clients, enfin le côté Amérique, d'ailleurs Amérique du Nord comme Amérique du Sud d'ailleurs, ont plutôt bien joué le jeu. D'ailleurs avec l'Amérique du Nord, en payant en avance de phase, enfin des opérations qui n'avaient pas été terminées, et ils l'ont payé au prorata de l'avancement, on va dire. Partie Amérique du Sud, où généralement c'est toujours très galère pour arriver à avoir les paiements en temps et en heure, ils ont plutôt été du coup dès les premières relances à payer les factures. Sur la partie Asie, alors ça remonte parce qu'il s'est passé des choses depuis 2-3 mois là. Sur la partie Afrique, ça s'est plutôt bien passé aussi. C'est-à-dire qu'en fait, on a commencé un travail de sensibilisation et de relance tout de suite. Et je dirais presque l'intégralité des clients en fait ont répondu présent. Franchement, j'ai été étonnée par l'attitude. Je m'attendais à avoir une difficulté beaucoup plus grande. Donc après, non, vous dire qu'il y a eu des zones particulières qui n'ont pas joué le jeu, chez nous, ça n'a pas été le cas. Ou en tout cas, on n'avait pas les factures dans ces zones-là à ce moment-là. Super. Merci beaucoup, Sylvie. Il y a d'autres questions pour toi, notamment comment tu fais pour faire revenir au travail ceux qui manifestement ont pris goût, on l'a tous vécu, hein, ont pris goût au télétravail, mais ça, on pourra peut-être l'aborder dans un autre webinaire plus tard. Sans tarder, on va passer la parole à Simon Oyek du groupe Biblos. Merci Simon d'être avec nous. Je te laisse installer ta petite caméra et puis donc nous t'écoutons maintenant. À toi Simon. Ah, on n'entend pas le son. Ouais, vas-y, c'est bon. C'est bon? Oui, Simon Oyek, société Biblos Group. Alors, nous, on est un intervenant, un acteur de la sécurité, principalement de la sûreté, ce qui veut dire la lutte contre les menaces ou les agressions volontaires. Alors, notre métier nous oblige quelque part, vous allez voir, à être en permanence en train d'essayer de comprendre les nouvelles menaces et de développer des compétences, des outils ou principalement une attitude qui nous permettent d'écarter, voire de neutraliser ou simplement de dominer, de dépasser cette menace. On est sur l'ensemble de sujets puisque les menaces deviennent diverses et variées et on ne les maîtrise pas uniquement en regardant le site client comme un site physique. Alors c'est là nous on se positionne comme un tiers de confiance parce qu'on a une relation dans notre activité est basée avant tout sur la confiance et on voit bien dans cette dernière période ce mot confiance est devenu quand même la base de l'activité et des activités économiques et on est en expert parce qu'on peut avoir la confiance mais il faut apporter une vraie expertise ce qui fait de Biblos aujourd'hui une société qui est capable de sécuriser les sites clients en tant que site physique, virtuel et de plus en plus des sites nomades. C'est ce nomadisme des activités de demain qui est en pleine accélération, qui nous impose aussi une réflexion d'accompagnement de sécurité, comment gérer les menaces ou les risques liés à ce nouveau forme de travail. Et notre objectif, c'est de ne pas faire de l'agilité une fragilité. Voilà. Alors, en ce qui concerne le sujet ou l'enseignement, moi, j'aime bien retourner sur un sujet hyper important pour nous parce qu'il est dans notre ADN. C'est ce qu'on appelle le VUCA Award,
un terme qui était initié par l'armée américaine et qui commence à être plus ou moins, voire beaucoup impliqué et appliqué dans notre organisation, dans toutes nos organisations. Et c'est cette attitude qu'on a essayé de développer et de mettre en place pour mieux orienter nos organisations et faire face à la situation. Ce VUCA World, qui signifie un monde volatile, incertain et ambigu, qui est devenu pour nous la base de travail. Alors, sur cette organisation, on a travaillé. La résilience n'est pas face à une situation, n'est pas dans une méthode plutôt ancienne de dire qu'il y a une crise et une gestion de crise, mais plutôt plus concentrée sur l'organisation de nos entreprises ou des entreprises clients pour les aider à gagner en agilité, gagner en résilience, tout en intégrant dans leur organisation la probabilité de faire face en permanence à des situations non prévues ou qui nous dépassent et qu'on n'a pas appris à les gérer. Sur la stratégie de rebond, j'en parlerai aussi de cette organisation plutôt militaire. Je ne le suis pas, mais on est dans une activité qui se frotte en permanence à des menaces, à des risques. C'est le light footprint. C'est ce qui représente ou qui remplace une organisation classique. On va déployer des armées avec des moyens très lourds pour envahir une zone et devenir, de perdre beaucoup, de risquer de perdre beaucoup et surtout de déployer financièrement et beaucoup des ressources et humainement beaucoup de ressources. Il s'agit tout simplement de bien comprendre qu'est-ce qu'on veut, où est-ce qu'on veut y aller et créer une équipe spécifique, très expert, très agile, qui peut à elle seule comprendre exactement leur mission et ce qui leur donne de l'autonomie, de la capacité de décider sur place de ce qu'il faut faire ou pas faire, avec des moyens très relatifs à la mission. Il suffit juste d'atteindre un objectif très précis, appuyer sur un bouton et revenir pour préparer le relais ou la mission d'après. Et pour nous, c'est devenu un petit peu la solution du développement à l'international. Par exemple, un exemple, on a basé notre stratégie en Afrique de ne pas faire un travail où les sociétés locales ont la capacité de faire pour ne pas déployer de moyens d'une concurrence, d'une solution existante. Mais on s'est orienté avec des experts très précis sur des missions de transfert de savoir-faire. Et là, l'approche est complètement différente parce qu'on arrive à travailler avec un expert confirmé avec son homologue quelque part client et faire en permanence de transfert de compétences, de savoir-faire pour qu'on arrive à un niveau identique ou à l'horizontale quelque part de compétences, ce qui nous permettra derrière de gagner beaucoup plus dans le dialogue parce qu'on va mieux se comprendre et on va mieux développer notre partenariat. Je vois Boris retourner. Je peux terminer ici. Oui, tu as encore 1 minute. OK. Alors, l'organisation post-Covid, alors pour nous, c'était un avantage. En tout cas, on a l'habitude de voir ça. C'est tout simplement, elle a intégré notre rôle d'accompagnement ou d'accompagnateur de nos clients en intégrant le risque sanitaire ou la sécurité sanitaire
dans le cœur de nos offres aux compétences, c'est-à-dire on a géré comme toutes les sociétés ce post-Covid avec les nécessités de protéger nos collaborateurs dans leurs interventions, mais on est allé au-delà pour essayer d'accompagner ou d'aider les clients à gérer eux-mêmes cette contrainte quelque part qui est la sécurité sanitaire. Et pour ce faire, on a créé deux équipes de veille, une équipe qui fait la veille sur les solutions au niveau international, qu'est-ce qui se passe, comment on a traité telle et telle solution liée à la sécurité sanitaire, mais aussi une veille réglementaire parce que il faut aussi que l'offre que nous développons soit conforme aux exigences normatives, réglementaires, etc. Et ça, c'est pays par pays selon les exigences. Alors du coup, sur ce point et post-Covid, il a fallu pour nous intégrer ça comme une nouvelle compétence et non pas une contrainte. On voit bien, hein, Simon, à travers ton témoignage, que comme pour Sylvie, comme pour Hervé, comme pour Arnaud, il a fallu faire preuve d'agilité, s'adapter en interne vis-à-vis de nos collaborateurs, en externe vis-à-vis de nos clients et de nos partenaires, et essayer, bien sûr, de subir le moins possible et de s'adapter. Merci pour ce témoignage, Simon. Sans tarder, on va passer la parole. Si tu peux nous présenter rapidement ton activité, Stéphane, et puis ensuite aborder le sujet du rebond à l'international. Ouais. Stéphane? Ouais. Bonjour à tous. Donc, Stéphane Rostin, donc président de la société Rostin. Je vais vous parler un petit peu de la société brièvement et puis après de l'expérience effectivement de cette période et comment on espère rebondir. Tout d'abord, la présentation de la société. Donc, la société Rostin fabrique des gants de protection. Alors, pas les mêmes types de gants que chez Jacomex, hein, qui fait des boîtes à gants. Nous, c'est dans le gant de protection. Donc, on a vécu, on avait vraiment vécu en fait cette crise à travers les problématiques EPI, donc équipement de protection individuelle, avec la problématique des masques et la problématique des gants et de tout cet environnement que je vais vous relater après. Donc l'entreprise est une entreprise française, bicentenaire, qui a été fondée en 1789, donc une vieille société, depuis effectivement la 6e génération. Donc moi j'ai repris la société en 2014. Voilà. Donc on est pionnier de la conception de gants depuis 1959. Précédemment, on était dans la tannerie, donc pendant 4 générations. Donc aujourd'hui, qui est spécialisée dans les gants techniques, ultra performants. On est 350 dans le groupe, les professionnels et les particuliers. Notre chiffre d'affaires est de l'ordre de 23 millions d'euros. On est présent dans 50 pays. On fait 25% de chiffre d'affaires à l'export. S'il te plaît, le slide suivant. Les témoignages précédents ont effectivement parlé de toutes les problématiques humaines. Donc, je ne vais pas revenir forcément dessus. C'est vrai qu'on a eu toute cette adaptation, la gestion du stress, la révélation des profils qui s'est effectivement démontrée. Bon, j'ai une petite anecdote effectivement par rapport à mon directeur du Maroc. Puisque j'ai une usine au Maroc. C'est vrai que la fermeture des frontières a été vécue, a été compliquée puisque la personne a dû rester un certain temps tout seul. Il a été donc isolé, il a été coupé de sa famille, il n'a pas voulu rentrer. Donc en cela, ça a sauvé d'une certaine façon l'activité là-bas. Donc c'est vrai que le fait d'avoir
des sites à l'étranger, aujourd'hui, peut être compliqué dans ce cas-là, puisque s'il avait souhaité rentrer en France pour rejoindre sa famille, l'entreprise serait restée sans direction pendant plusieurs semaines, plusieurs mois. Voilà. Donc ça a été une expérience assez compliquée aussi à vivre pour nous, puisque bon, c'était un stress permanent de devoir arrêter en fait la production. Au-delà de ça, moi, ce qui m'a le plus en fait surpris dans cette crise, c'est à la fois la solidarité et la force collective finalement qu'on a pu rencontrer. C'est-à-dire que par exemple, nous, on a voulu changer un peu l'activité et donc fabriquer des masques, puisque on avait le matériel pour, et donc là, ça a été effectivement énormément de solidarité et notre très cher président Hervé de Maillard des CCEF peut témoigner, mais c'est vrai qu'à 7h30, j'envoie un WhatsApp et à 7h32, Hervé m'appelait pour me trouver pour dépanner en fait mes machines à coudre. Donc c'est vrai qu'il y avait énormément de solidarité. C'est vrai qu'on a vu aussi toute la force des nouveaux outils de communication avec le WhatsApp, avec la visio, le télétravail. On se rend compte que demain ne sera jamais plus comme avant, dans la mesure où je ne pense pas qu'on continue à voyager autant, à se déplacer autant. Voilà, donc ça, c'était un peu le constat. Et puis, donc, cette grande solidarité. Et puis, à côté de ça, j'ai noté aussi une certaine forme de comportement extrême, ne serait-ce qu'avec les masques. On se rend compte que c'est parti effectivement dans tous les sens. C'était devenu, comme l'a titré, je pense, un périodique, c'était devenu aussi rare que l'or. Et ça s'est vendu à des prix complètement aberrants. Et en même temps, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, on revient à qui est dans la partie rebond. Je pense que l'Europe a été fragilisée par la crise, mais aujourd'hui, on est dans une nouvelle guerre des continents entre la Chine, les USA et l'Europe, et que finalement, l'Europe a peut-être aussi un modèle économique qui peut être peut-être plus vertueux finalement que les autres. Donc, ça demande effectivement à voir. Voilà. Au-delà de ça, l'investissement, et je pense que réindustrialiser en France, oui, mais sur de la technologie et en capacité de vendre à l'étranger, parce que réindustrialiser des vieilles technologies, on le voit, et par exemple sur de la confection, aujourd'hui, ça reste impossible et la concurrence asiatique reste de toute façon bien plus asiatique ou autre d'ailleurs, bien plus importante, bien plus forte que nous. Voilà. Le dernier point que j'ai trouvé important, c'est la nécessité quand même de nos services régaliens finalement et de l'État, parce que sinon on serait allé vers de la pénurie, pardon, et vers des risques aussi sociaux et toute la nécessité de notre police, de nos gendarmeries, de nos services hospitaliers. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est un petit peu voilà, mon constat. Boris. Merci beaucoup Stéphane. On en arrive, donc il nous reste quelques minutes pour les questions. On en a reçu quelques-unes. Tu veux que je rajoute quelque chose, Boris? Non, c'est bon. Tu m'entends ou pas? Non, c'est bon. Donc, quelques questions qui nous ont été posées. La première plutôt pour Antonine. La question est la suivante. Est-ce que toutes les entreprises de la région Auvergne-Rhône-Alpes peuvent participer au programme Ambition Région Internationale?
Antonine, Oui, si tu peux répondre à cette question. Toutes les entreprises de la région peuvent participer, en tout cas au programme. On a quand même des questions d'éligibilité, donc ça, c'est à voir directement avec l'entreprise qui souhaite participer, mais la nécessité est qu'elle fasse partie de la région et on accepte toute société partant de la start-up à l'ETI en étudiant bien évidemment les dossiers. Si l'entreprise ne rentre pas dans le programme, en tout cas, elle est redirigée vers un autre programme plus adapté, mais voilà. En gros, clairement, oui, toutes les entreprises en général peuvent être accompagnées. Parfait, très bien. Merci Antonine pour ces précisions. Il y a une autre question sur les VIE. On en a parlé un petit peu. Donc, le MEDEF compte proposer à partir de la rentrée post-été des VIE à temps partagé. Donc, il y a quelques aspects à prendre en compte en fonction de l'évolution de cette crise sanitaire. Mais en tous les cas, il y aura la possibilité pour des entreprises de la région de bénéficier d'un dispositif d'aide mise en place par la région Auvergne-Rhône-Alpes pour des VIE à temps partagé portés notamment par le MEDEF. Donc, on pourra en reparler à la rentrée. Il y a des questions justement sur le ressenti de l'efficacité des VIE. Donc, lequel d'entre vous, je pense qu'Arnaud a parlé des VIE, Hervé connaît très bien ce dispositif aussi, Sylvie, j'imagine. Est-ce que l'un d'entre vous veut prendre la parole et témoigner de l'efficacité et des aspects positifs du recours au dispositif des VIE que porte notamment Business France au niveau national sur l'ensemble du monde? Voilà, le VIE, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est donc une personne de moins de 28 ans qu'on peut envoyer pendant une durée de 1 an à 2 ans à l'étranger dans des conditions tout à fait spécifiques et avantageuses. Donc peut-être Arnaud, Sylvie, Hervé, peut-être tu veux nous dire un mot sur le dispositif VIE et l'intérêt de ce dispositif? Oui, alors le VIE est un dispositif qui a été inventé par les CCE dans les années 80 en fait, qui consiste à envoyer un jeune, qui est généralement un jeune diplômé, mais qui peut aussi être un jeune qui a une première expérience. Donc il y a une possibilité maintenant d'embaucher le VIE dans sa société et de l'envoyer après à l'international. Donc c'est un dispositif qui est fortement soutenu par l'État, puisqu'en fait l'entreprise paye une facture émise par Business France. Elle ne paye pas en fait les charges sociales du jeune en question. Et donc c'est une espèce de deal un peu win-win entre l'entreprise et le jeune, puisque le jeune lui acquiert une expérience à l'international. Vous savez, à l'international, les années comptent triple. Hein. Moi, j'ai été expatrié 5 ans en Chine, presque un peu plus de 2 ans en Angleterre, et je peux vous garantir que c'est des années qui comptent triple. Et donc le jeune, en fait, il a en accès immédiat à des responsabilités. Donc c'est un fantastique accélérateur pour sa carrière. Et puis pour l'entreprise, c'est l'occasion d'embaucher quelqu'un qui a la tête bien faite, qui a envie et qui est prêt à partir à l'international, découvrir le monde. Et donc, c'est vraiment un win-win. L'idée du VIE partagé, c'est quelque chose qui est plutôt pas mal parce que ça représente quand même un coût. Hein. Donc l'idée d'être 2, 3 entreprises à se partager les frais d'un VIE, à condition que ça soit bien encadré, à condition que ça soit bien suivi. Et il se trouve que la région Auvergne-Rhône-Alpes en plus subventionne ce type de VIE. C'est une opportunité assez extraordinaire pour accélérer son développement à l'international, pour défricher des marchés, des nouveaux marchés, défricher, analyser, identifier éventuellement des distributeurs, faire les premiers pas, on va dire, dans le pays, et puis ou carrément renforcer. Il y a beaucoup d'entreprises qui aussi construisent une petite équipe de 3, 4, 5 personnes, et puis après rajoutent 1 ou 2 VIE en plus. Donc ça, c'est déjà pour celles qui ont déjà une première implantation. C'est clairement un outil indispensable pour toutes les boîtes qui s'internationalisent et qui voient l'international avec un pied dans différents pays. Voilà. Super. Merci beaucoup Hervé. Donc une dernière question et je propose que chacun y réponde, chacun des intervenants et des dirigeants ici présents. Il y a une question qui est assez intéressante, c'est la suivante, c'est est-ce que vous ressortez affaibli, pareil ou renforcé par rapport à vos concurrents étrangers de cette crise? Alors, c'est une question qui n'est pas évidente. Je propose que le premier qui a envie d'y répondre affiche sa petite caméra. Donc, je répète la question. Est-ce que vous vous sentez sortir pareil,
renforcé ou affaibli par rapport à vos concurrents étrangers suite à cette crise? Qui veut démarrer? Et puis on terminera par cette question. Il y en a beaucoup d'autres, mais on ne pourra pas toutes les aborder. Bon, bah, je commence alors, puisque j'avais… Allez, on prend dans l'ordre. Arnaud. C'est parti. Alors, c'est très difficile. Je connais quelqu'un qui dit comparaison égale poison, donc c'est très difficile de se comparer aux autres entreprises étrangères par rapport à ça. En revanche, je pense qu'on ressort renforcé de ce type de crise parce que ça nous a permis de sortir de nos pas classiques. Ça nous a permis aussi de trouver le moyen de réenchanter un peu le quotidien des salariés. Ils repartent, je trouve, plus fort parce qu'ils ont eu une période de peur, ils ont eu une période aussi où il a fallu se renouveler. Et je pense que dans tous ces moments-là, ça génère de belles énergies et de belles choses. Et je pense que la France, et plus spécialement l'ensemble des entreprises françaises, vont réaliser de belles choses dans cette fin d'année. Merci Arnaud. Est-ce que l'un d'entre vous, Sylvie, peut-être un mot sur cette question, si tu es toujours avec nous, parce que je sais que tu avais une contrainte après. Non, tout à fait. Donc, jusqu'au bout. Oui, alors en l'occurrence, moi, ce que j'aurais peut-être voulu dire, je pense qu'il y a une partie, on sort par le haut, parce qu'on a su encore plus augmenter la présence qu'on avait auprès de nos partenaires et en particulier des clients et la capacité qu'on a eue à les accompagner dans un moment qui était clairement un moment de crise pour nous, mais aussi pour eux. Et le fait d'avoir pu trouver des solutions pour qu'ils puissent continuer à tourner, je pense que ce sont des vrais points que l'on a marqués avec eux et que l'on va pouvoir capitaliser pour la suite. Donc, par rapport à la concurrence, je ne sais pas, mais en tout cas, par rapport à un renforcement des liens et des relations qu'on peut avoir avec nos clients, sûr. Très intéressant. Simon, qu'est-ce que tu peux partager avec nous sur cette question? Simplement vous dire, la logique dit que c'est impossible qu'on sorte affaibli. Et je suis d'accord avec Arnaud, sans comparaison, c'est-à-dire on vient de cumuler à notre expérience une expérience incroyable, une expérience, le fait qu'on est sorti de cette expérience, on est sans doute plus performant, mieux organisé, un moment exceptionnel pour nos entreprises pour auditer nos propres organisations, pour tester où est-ce qu'on est bon, où est-ce qu'on est moins bon. Alors, je pense que à la sortie de cette crise, on fait cumuler une expérience incroyable dans nos organisations. Hervé, avant de passer le mot de la fin à Stéphane. Moi, je vais dire deux choses pour ma société. J'en ai pas parlé. MGA Technologies, on fait des machines pour l'industrie et beaucoup pour la pharma. Nous, clairement, on sort renforcé de cette épreuve. On a profité du confinement pour rénover tout un atelier et on s'est lancé dans l'ISO 13485, qui est la norme pour fabriquer des dispositifs médicaux. Donc, on a utilisé en fait un peu le temps libre que nous avions. On n'a pas fait une seule journée de chômage partiel pendant tout le confinement. Donc, j'en ai fait une espèce de décision citoyenne, en disant que d'autres en avaient plus besoin que nous. Et j'ai envie de dire un énorme cocorico français quand je vois l'ensemble des mesures que la France a prises pour soutenir l'économie et quand je compare ça avec ce qu'ont fait les autres pays. Clairement, on est le pays au monde qui a le plus soutenu notre économie et qui fait le plus de choses aujourd'hui. Donc, c'est clairement, j'ai envie de faire un grand cocorico de ça. Et je pense que la France retrouve son industrie et je trouve que c'est extrêmement positif pour l'avenir. Il faut simplement s'assurer que l'incantation politique se transforme en acte et s'assurer que ça va vraiment se faire. Mais en tout cas, moi, je suis plus que jamais mobilisé pour construire, je ne sais pas si ce sera un nouveau monde, mais en tout cas, cette nouvelle ère qui s'ouvre et je pense qu'on en sortira plus fort. Très bien. Et bravo pour toute ta mobilisation pour la French Fab et notamment tes publications récentes sur LinkedIn avec des initiatives très intéressantes, effectivement, pour nos entreprises françaises à l'international. Donc, un cocorico. Stéphane, je te laisse le mot de la fin en tant que responsable de la commission internationale du MEDEF.
cet événement aujourd'hui. C'est à ton initiative et Ouais. tout à l'honneur de MEDEF Aura et de MEDEF Lyon-Rhône en soutien. Le mot de la fin. Et puis, pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez retrouver ce webinaire en replay, en vous adressant notamment à Antonine Gare, qui pourra vous le faire parvenir. Voilà, moi je vous salue et puis je laisse le mot de la fin à Stéphane. Qu'on n'entend pas. Donc, eh ben, ma foi, c'est la magie. Merci Boris, en tout cas, pour l'animation parfaite. Ah, vous m'entendez pas? On t'entend. Si, c'est bon. Donc, je te remerciais, Boris, pour cette animation. Bon, très bien. Merci beaucoup. Et ben, moi, effectivement, je rejoins tout à fait Simon et Hervé sur l'analyse. Hein. Effectivement, je pense que ça nous rendra plus forts, comme on dit. Ça ne nous tue pas, nous rend. Et donc, on verra dans quelques temps, parce que c'est vrai qu'on attaque maintenant une phase un peu décisive pour l'économie. Mais en tout cas, ça a laissé du temps aussi à la réflexion, ça a laissé du temps à effectivement voir la résistance et voir comment les personnes se comportent et du coup aussi voilà. Donc je pense que ça, je ne sais plus qui l'a dit, effectivement, dès lors qu'on a connu ce type d'expérience pour lequel on est novice, la prochaine fois, ça ne pourra pas se passer comme ça. Et on saura réagir mieux et encore. En tout cas, voilà, je vous remercie tous de votre participation. Je remercie évidemment Boris pour l'animation, Antonine, et pour toute cette préparation. On vous retrouve cet automne sur des nouveaux arts, donc et puis des thèmes dans la réglementation. Voilà, je vois que Boris, est-ce que tu as quelque chose? Je te laisse les mots. À bientôt. C'est tout bon. Merci à tous et à très bientôt. Au revoir. Bonne soirée.